6h30, bienvenue au premier journal de ce jeudi sur RTI1. À la une de l'actualité, la clôture hier des travaux du 5e sommet du BRICS à Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Pendant ces 2 jours d'échange, il a été question d'établir le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant entre les pays BRICS et les États africains. Jérôme Kofi Abolin, envoyé spécial à Durban. Zimbali, c'est le cadre choisi pour abriter le 5e sommet du BRICS pour ce qui est de la 2e et dernière journée ce mercredi 27 mars 2013. Cadre situé à une quarantaine de kilomètres du centre-ville, les chefs d'État africains invités au nombre desquels le président ivoirien Alassane Ouattara ainsi que les dirigeants des pays composant le groupe BRICS s'y sont retrouvés pour réfléchir en vue de la promotion de la coopération entre les différents États. Une longue soirée d'échange à huis clos entre 15h40 et 19h34 heure locale. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, faisant le point, a indiqué avoir pris part à un sommet qui a tenu toutes ses promesses. En ce qui concerne les chefs d'État africains, le Premier ministre d'Éthiopie et le président Macky Sall qui s'occupe du NEPAD ont parlé à notre nom et ensuite nous avons procédé à des échanges. Bien évidemment, en tant que président en exercice de la CEDEAO, j'ai demandé le soutien des membres du BRIC qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité, d'apporter leur soutien à l'opération de maintien de la paix sur laquelle nous sommes en train de travailler pour le Mali. Au-delà, nous avons parlé des grands projets à financer au niveau du continent africain par les BRICS, par la Banque de développement des BRICS. Et donc ça a été un échange très profond, très utile et je pense que nous pourrons en tirer de très bonnes conséquences dans les années à venir. Potentialité de l'Afrique, le BRICS et la coopération de l'Afrique sur l'infrastructure, c'est le thème choisi pour cette rencontre de Durban, une rencontre avec pour objectif d'œuvrer pour notamment renforcer le poids économique et peser si besoin en est dans des négociations avec par exemple le G20, le FMI et l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Toujours en économie, le département Afrique du Fonds monétaire international annonce un nouveau venu dans le cercle des pays à forte croissance. Il s'agit de la Côte d'Ivoire avec la mission de la 3e revue du programme économique et financier du pays. Il a fait le bilan hier soir à la primature. Le point avec Alvorassa. Selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les échanges entre les autorités ivoiriennes et les équipes du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ont été fructueux. Cela dans le cadre de la 3e revue du programme soutenu par la facilité élargie du crédit, et ce qui lui permet d'affirmer que la dynamique économique enregistrée depuis la sortie de la crise se confirme. Le taux de croissance du produit intérieur brut pour l'année 2012 s'établit à 9,8%. Donc 9,8% contre une prévision initiale de 8,1% estimée donc en mars 2012 et qui avait été révisée donc à 8,6% en septembre 2012. Donc comme vous le voyez, nous tutoyons les 2 chiffres avec 9,8%. La Côte d'Ivoire rejoint le cercle vertueux des économies à forte croissance en Afrique et dans le monde. Cela devrait se maintenir en 2013 avec une prévision de croissance de 9%. Avec le raffermissement de la croissance en 2013, la population ivoirienne devrait mieux ressentir les retombées positives. Pour le chef de la mission du Fonds monétaire international, Michel Lazare, les 2 parties sont parvenues à un accord provisoire sous réserve de son approbation par la direction générale et le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Si les politiques économiques du gouvernement pourraient être soutenues par un décaissement de 48,8 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 74 millions de dollars, la réunion du conseil d'administration qui approuvera cette décision est prévue pour fin mai 2013. L'inflation s'est établie à 1,3% en 2012 et l'exécution budgétaire a aussi été meilleure que prévu. Il invite donc le gouvernement ivoirien à poursuivre la mise en œuvre de son programme de réforme et à améliorer le climat des affaires pour que le pays se mette définitivement sur le chemin du développement.
Direction l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le chef du gouvernement haïtien, Laurent Salvador Lamotte, est arrivé hier soir à Abidjan. Il a été accueilli par son homologue Daniel Cablon-Duncan. Au programme de cette visite, un tête-à-tête entre les deux hommes, plusieurs rencontres avec des ministres et hommes d'affaires ivoiriens, mais un seul point à l'ordre du jour, renforcer les coopérations d'amitié et de relations entre les deux pays. Un mot de religion dans cette édition, il est consacré à la fête de Pâques. Nous ne sommes plus qu'à 2 jours de cette période de grand déplacement des populations et aussi de fragilité sécuritaire. Le ministère de la Défense met d'ores et déjà un dispositif sécuritaire approprié en place. Le ministre Paul Kofi Kofi a également fait le point de la situation sécuritaire à l'ouest du pays. Il assure dans une interview avec Adama Koné que le calme est revenu. Au ministère de la Défense, les responsables ont monté la garde. Objectif, barrer la route aux coupeurs de route et autres malfrats qui troublent la quiétude des populations. Nous avons mis en place un dispositif qui est maintenant rodé avec l'état-major, la gendarmerie et la police nationale. Donc hier d'ailleurs, nous avons fait une réunion avec l'ONUCI et l'ICORN pour examiner ce dispositif qui rentre dès aujourd'hui en ligne de compte, où il va avoir de façon simultanée et en montée en puissance une couverture des axes, les principaux axes routiers, très circulés par ces périodes de fête, les gares routières, et aussi une présence physique au niveau des lieux de culte dès le jeudi, vendredi. Et on va continuer cela jusqu'à une semaine après la fête pour que la population soit rassurée et qu'elle puisse vaquer à leurs occupations, mais aussi aller à leur lieu de culte et faire le voyage pour manifester leur joie. Voilà pour ce qui concerne le dispositif de prévention. Que dire du foyer de violence enregistré à l'ouest? Pour le ministre en charge de la Défense, 3 raisons expliquent la situation. Les attaques à l'ouest actuelles ne sont pas du même type que les anciennes. Il faut noter que les attaques actuelles sont liées à un certain nombre de phénomènes. La première chose, c'est que en période, j'allais dire, de sécheresse entre 2 saisons, vous avez le niveau du fleuve Cavali qui baisse. Donc ce niveau du fleuve Cavali qui baisse permet à certaines personnes mal intentionnées, notamment des miliciens ou des mercenaires qui sont, je dirais, en manque d'activité, de venir opérer sur nos territoires en traversant très facilement le Cavali pour venir faire simplement, j'allais dire, de la razzia. Simplement, ils arrivent dans les villages, ils incendient les villages, ils prennent à manger, ils prennent la nourriture. Et c'est vraiment du banditisme pur et simple pour des gens qui n'ont pas à manger et qui viennent le faire. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous avez des problèmes fonciers qui aujourd'hui, avec le retour des exilés de nos compatriotes de l'autre côté du Libéria, reviennent et souvent trouvent que leurs terres ont été occupées ou vendues. Donc certains vont chercher des mercenaires et des miliciens à vil prix pour venir régler les comptes. Malheureusement, cela entraîne ce que vous constatez, à savoir des pertes en vies humaines inutiles. Donc il faut le noter, c'est dommage, je le dis, ce sont nos propres frères qui se livrent à cela. Ça va être des Ivoiriens qui vont chercher des miliciens ou des mercenaires pour venir s'attaquer à des Ivoiriens ou à des populations allochtones ou allogènes. Et la troisième raison, c'est par rapport à l'environnement politique, notamment électoral, où il y a certains qui ont des comptes à régler. Vous avez malheureusement certains candidats ou alors certaines populations qui croient que la situation est comme avant ou alors penser pour faire revenir l'ancien régime et ne sont pas contents et se livrent à ces actes contre d'autres Ivoiriens. Le calme est-il donc revenu? La situation est calme, sous contrôle. Depuis les derniers événements, dernières attaques, nous avons renforcé le dispositif. Nous allons continuer à le faire. Nous allons faire une montée en puissance. Là où il y a encore des conflits, là où il y a des risques, nous allons renforcer. Nous allons réallouer la mobilité vers ces zones, mais aussi renforcer en moyens humains et tout ce qui va avec, naturellement. Et aussi renforcer les patrouilles mixtes avec nos amis de l'ONUCI qui vont utiliser également les Mi-24. Nous avons demandé à ce que cela soit fait et l'accord a été donné. Tout semble alors bouclé pour une période pascale apaisée. Les éléments sont au garde à vous, prêts pour les ordres.
En bref, dans le domaine de la communication, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso connaît depuis quelques jours un renforcement. Afoussiata Bamba Lamine, ministre de la Communication, est en visite de travail au Burkina Faso depuis ce lundi. Elle a été reçue hier par le président burkinabé Blaise Compaoré. Retour en Côte d'Ivoire, les populations à revenus modestes ne débourseront plus que 20 000 francs CFA pour un branchement au courant électrique. Le coût moyen de branchement, 85 000 francs, est toujours en vigueur. Cette facilitation pour les populations à faible revenu se fait grâce à un appui de la Banque mondiale et de l'Union européenne. 60 000 nouveaux abonnés sont concernés. Les explications de Noël Niagno. Avec ce geste, Adama Toungara, ministre des Mines et Énergie, donne le top départ des branchements sociaux. 60 000 nouveaux abonnés à revenus modestes sont concernés, particulièrement les clients des zones d'habitation spontanée à forte densité de population. Cette opération va permettre à ces populations de bénéficier d'un service essentiel, l'accès à l'électricité et à ses avantages socio-économiques. Nos parents qui n'ont pas assez de moyens ont aussi droit au bonheur. Leurs enfants doivent étudier, eux-mêmes ont besoin de suivre la télévision, dormir avec un ventilateur, charger leur portable et conserver des aliments au frigo. Les populations cibles ne paieront désormais que 20 000 francs CFA contre 85 000 francs, coût moyen de branchement. Le solde, 65 000 francs, est payé à la CIE sur les ressources du fonds pour le compte du demandeur. Le demandeur rembourse l'avance que lui aura consenti le fonds en 13 bimestres maximum à raison de 5 000 francs par bimestre en moyenne, ce qui correspond à 26 mois. Les populations saluent l'initiative et attendent maintenant l'accès à l'eau potable. Dans presque toutes les maisons ici, il y a au moins 20 à 15 bidons de 20 litres qu'on doit chercher l'eau aussi. Le courant, j'espère que l'autre arrivera. Ce projet est la sous-composante portant extension du réseau de distribution dans l'agglomération d'Abidjan. Le fonds est financé par la Banque mondiale à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Hors de nos frontières, la Ligue arabe s'est retrouvée au Qatar. Elle soutient le droit d'armer l'opposition syrienne. Le sommet des leaders de la région vient d'approuver le droit d'aider militairement les adversaires de Bachar al-Assad. Tirs de roquettes et bombardements se sont multipliés ces derniers jours sur Damas, place forte du régime, dont les troupes tentent de neutraliser les poches des insurgés et de les empêcher d'avancer dans la capitale. Pendant ce temps, à Doha, les pays arabes ont proclamé leur droit d'armer l'opposition contre le régime de Bachar al-Assad, après avoir octroyé mardi à l'opposition syrienne le siège de la Syrie auprès de la Ligue arabe lors d'un sommet d'un jour au Qatar. Il est urgent que nos États reconnaissent la coalition de l'opposition syrienne comme légitime représentant du peuple syrien pour la liberté et la justice. Pour le Qatar, la Ligue arabe a le droit d'apporter tous les moyens d'autodéfense pour soutenir le peuple syrien. Seuls l'Irak et l'Algérie ont exprimé leurs réserves. Le Liban, quant à lui, s'est distancié du texte final. Les Nations Unies ont nommé mardi un expert suédois pour diriger l'équipe scientifique chargée d'enquêter sur l'emploi éventuel d'armes chimiques par les belligérants des deux bords. Le secrétaire général des Nations Unies a nommé le professeur Euke Sellström à la tête d'une mission scientifique pour enquêter sur les allégations d'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ne seront pas autorisés à participer à cette enquête. Et puis pour terminer, rappelons que l'opération de construction de logements sociaux entre dans sa première phase ce matin. Il s'agit déjà de pré-souscription pour l'acquisition de ces logements. Et c'est sur cette information que nous vous disons au revoir. D'autres informations sur les www.rti.ci. Très bonne journée sur RTI 1.